Bonjour. Alors là, je propose de regarder une épreuve de modélisation. En option C, je me sens un peu plus à l'aise. Je suis pas très à l'aise en modélisation, mais bon, au moins l'option C, euh, je comprendrai à peu près les tenants et les aboutissants. C'est un texte public, hein, donc vous pouvez trouver, hein, vous tapez épreuve de modélisation option C, et vous allez tomber sur toute une liste de textes publics, bien sûr, sur lesquels on peut s'entraîner. Et là, c'est l'étude d'un protocole de mise en commun de secrets. Voilà. Bon, c'est des choses qu'on peut trouver très facilement sur la toile, ces protocoles. Alors, je conseille de regarder la fin, déjà pour commencer, les suggestions pour le développement, comme ça à la lecture, ben, on saura un petit peu quelles sont les consignes, un peu. Soulignons qu'il s'agit d'un menu à la carte, hein, donc toujours, que vous pouvez choisir d'étudier certains points, pas tous, pas nécessairement dans l'ordre, et de façon plus ou moins fouillée, voilà. Donc finalement, on est très libre, hein. Euh, il est très vivement souhaité que vos investigations comportent une partie traitée sur ordinateur et si possible des représentations graphiques de vos résultats. Bon, carrément. Euh, Démonstration, compléter les démonstrations, voilà. Parler de complexité des opérations, discuter l'efficacité de la méthode du paragraphe 3. Combien de calculs de logarithmes dans une extension FP faut-il faire? Combien d'autres opérations? Bon, des exemples, là ici, pour la section 2, sur lequel on peut faire un programme. Voilà. Bon, alors on est dans quelque chose de classique, c'est-à-dire qu'on a Alice, A, B, Bob, et il va y avoir C, a priori le coyote. C'est l'étude finalement de l'attaque d'un- d'un protocole. Donc on va se mettre dans la logique du coyote pour mieux comprendre comment renforcer le codage. Voilà, ça c'est l'idée. Alors le protocole, c'est un protocole qui ressemble beaucoup au protocole de Diffie-Hellman, sauf que on a un groupe G au lieu d'avoir Z sur PZ étoile, je crois, hein, dans Diffie-Hellman, j'ai pas vérifié ça. Mais finalement, Alice et Bob choisissent un groupe et un élément mu de ce groupe. A choisit sa contribution au secret, c'est petit a, un entier positif ou nul. Il calcule mu puissance A, qui est dans G évidemment, parce que c'est un groupe, il l'envoie à B. B fait pareil avec petit b, un entier. Il envoie mu puissance B, voilà, et A et B calculent respectivement, finalement, SB puissance A et SA puissance B, ce sera donc mu puissance AB, qu'ils auront en commun. Donc finalement, pour résumer, ce que le coyote connaît, c'est G, mu, ça oui. Il connaît aussi mu puissance A, mu puissance B. Mais par contre, il ne connaît pas mu puissance AB. Parce qu'il connaît ni A ni B. Et là, l'originalité, c'est de prendre dans la suite G pour groupe GLN de FP. Pi-m, ce sera le polynôme minimal d'une matrice M. Bon, là, le reste de PQ, bon, rien de bien méchant. Alors, on est dans le chapitre des paramètres à proscrire. Ici, on va avoir une attaque. Regardez, si on prend f, le reste de x puissance a modulo pi m. Alors ça c'est important, étant donné trois matrices A, B et M, donc M ça va être notre mu, hein, ça va être le code, mais ça c'est public hein, évidemment. A égale M puissance petit a, B égale M puissance petit b, tout ça c'est public, mais A et B sont privés, et il faut trouver M puissance AB, dont Alice et Bob vont se servir pour coder hein, avec une matrice. Je pense que voilà, c'est pas difficile de coder avec une matrice, il suffit de transformer par la matrice et ensuite d'inverser la matrice pour décoder. Donc, ça, on imagine que c'est facile de transformer les mots en objets modulo P si P est assez grand. Donc voilà des choses que le coyote peut faire.
Si je pose f le reste de x puissance a modulo pi m, bon, de toute façon, le degré de f sera inférieur à n, hein, et même strictement inférieur à n. Eh bien, le coyote peut résoudre cette équation-là en fi, c'est-à-dire il connaît m, il connaît a, et comme le reste est unique, eh bien les fi ici sont uniques parce que bon, on a pris un degré strictement plus petit que le polynôme minimal. Alors, voici une petite étude. D'abord, si a est strictement plus petit que le degré de pi m, alors f égale x puissance a, bah oui, parce que f est unique, hein, c'est un reste, et il est unique et de degré strictement plus petit que pi m. Donc ici, bah, quand on fait le reste de xa, voilà, par quelque chose de degré plus grand, bah, on tombe sur xa. Ça, c'est évident. Lemme 2, si pi b divise pi m, alors f de b égale m puissance ab. Ben oui, c'est assez évident. En fait, on écrit que euh, x puissance a, c'est égal à, ben, on va dire, f plus un multiple de pi m, et on évalue ça en x égale grand B, ce qui va nous faire b puissance a égale f de b plus, et c'est là où on se sert du fait que pi b divise pi m, en disant que pi m de b égale 0, finalement. Égale 0, quand je dis 0, évidemment, c'est la matrice nulle. Donc ça nous fait bien b puissance a, donc m puissance ab, finalement, hein, d'après la définition de b, égale f de b. Voilà. Alors ça, c'est pour nous donner un petit avant-goût du théorème, ce lemme 2. Et si on prend PB, le plus petit commun multiple de pi m et de pi b, il existe un unique polynôme g de degré strictement plus petit que pb, avec a égale g de m, et m puissance ab égale g de b. Donc ici, on voit bien que c'est pourquoi ça généralise, parce qu'on a envie de dire qu'on aura g égale f, ici. Bon, on n'est plus dans ce cas-là, hein, dans le cas où pi b divise pi m, mais on va avoir le point commun que g égale f, ici, ça va marcher. Alors effectivement, on aura m puissance ab égale f de b, et a égale f de m, hein, puisque a c'est m puissance petit a. Et donc de plus, et puis bon, PB, ben oui, évidemment, là ici, dans le cas du lemme 2, c'est pi m. Donc le degré de f, il est strictement plus petit, bien sûr, que pi m, par définition de petit f qui est là. Donc de plus, g égale f plus pi m h, où le degré de h est strictement plus petit que la différence des degrés entre pb et pi m. Bon bah oui, la démonstration est un peu lapidaire, mais on peut tout retrouver à partir de là. D'abord, G n'est rien d'autre que ce reste-là, donc on vérifie évidemment que G fonctionne. Effectivement, c'est facile de voir que si G c'est le reste de XA modulo PB, bah, comme tout à l'heure, comme pour le lemme 2, alors en évaluant X en M, eh bien sûr, on va avoir A égale G de M, et en évaluant X en B, on va avoir ça. Bon. Ensuite, le degré de G est bien strictement inférieur au degré de PB, bon, évidemment, puisque c'est le reste. Eh bien oui, on a unicité. Si on a deux polynômes comme ça, avec le degré comme ceci, et ces deux égalités qui sont vérifiées, alors on les appelle G0 et G1, eh bien on voit que G0 moins G1,
est de degré aussi strictement inférieur à PB. De plus, G0 moins G1 est divisible par pi m, d'après ceci. Il est divisible par pi b, d'après cela. Donc les deux égalités nous donnent des divisibilités. Et donc divisible par pb. Voilà, c'est le ppcm, hein, c'est son rôle. Et donc il est nul à cause d'une question de degré, puisqu'il est divisible par pb et de degré strictement plus petit. Donc on a G0 égale G1, on a bien montré l'unicité. Alors modulo πm, effectivement, G est égal à F, donc ça c'est vrai, et forcément le quotient petit h va être de degré strictement plus petit que degré de Pb moins degré de πm en regardant cette égalité. Alors c'est assez bien fait là jusqu'à présent, parce que je trouve que on dit exactement ce qu'il faut et il suffit de remplir les lignes. Alors ils disent on ne dispose pas de méthode pour calculer le polynôme petit h du théorème 1. Ben oui, il n'y a pas de méthode. Il faut toujours avoir bien en tête les choses que le coyote a et les choses qu'il n'a pas. C'est peut-être la difficulté, on va dire, non mathématique ou non habituelle en mathématiques dans ce genre d'histoire. Mais alors on remarque que, bon, finalement le secret commun, c'est G de B. D'accord ? Ici. G de B, c'est le secret commun. Et G de B, il est de la forme F plus πmh de B. F, on peut le calculer grâce à un système, donc ça réduit les possibilités finalement. Et donc on peut essayer tous les H possibles. Finalement, l'ensemble des H, il a une structure d'espace vectoriel, c'est l'espace vectoriel, l'ensemble des H possibles, hein, c'est l'espace vectoriel des polynômes sur Fp de degrés strictement inférieur à la différence de ces degrés, de Pb, Pi et Pm. Donc finalement, on a P puissance degré de Pb moins degré de Pm, choix possible de H, et on sait qu'en évaluant B, on a le secret commun, donc on peut faire des essais. Alors maintenant la conclusion, c'est que les correspondants A et B doivent choisir leurs contributions respectives de petit a petit b, de manière que petit a petit b soit strictement plus grand que le degré de πm, ben oui, à cause du lemme 1, et pi a et pi b premier avec πm, ben oui, pour que le degré de pb soit le plus grand possible, et pareil pour pa, hein, parce qu'on peut attaquer par a comme on peut attaquer par b. Alors là, on attaque le petit 3. Dans le cadre précis de l'étude, le problème du calcul d'une contribution au secret commun peut s'énoncer comme suit, étant donné deux matrices A et M de GLN de Fp, tel qu'il existe un entier petit a tel que M puissance A égale grand A, trouver petit a. Donc c'est un problème de logarithme discret que l'on va ramener finalement à d'autres problèmes de logarithme discret, mais sur des groupes cycliques. Alors que là, c'est un problème de logarithme discret sur GLN de Fp. Ça, c'est intéressant, je trouve. Intéressant même d'un point de vue purement abstrait. Alors, voici un lemme, hein. Soit lambda dans le corps fini, ici, FPL étoile. L'ordre de grand X dans le groupe multiplicatif FPL de X quotienté par X moins lambda puissance T étoile. Voilà, donc ça, donc on a un anneau de polynôme que l'on quotiente, on a donc un anneau et même une algèbre. On a une FPL algèbre ici, de dimension T, mais on en prend jusque les inversibles, le groupe multiplicatif des inversibles, et on veut regarder l'ordre de X, et bien c'est P puissance delta ordre de lambda. L'ordre de lambda, bon, c'est l'ordre de lambda ici, hein, dans FPL étoile, et delta, finalement, c'est le min tel que P puissance delta est plus grand ou égal à T. Le T qui est ici. Voilà. Alors pareil, une petite preuve, j'aime bien les preuves concises comme ça. C'est, voilà, juste le minimum
syndicale hein, pour l'étudiant. L'assertion équivaut à déterminer l'ordre de x plus lambda modulo x puissance t. Ben oui, on écrit ce que veut dire l'ordre et on effectue le changement de variable y égale x moins lambda. Mais maintenant, ça veut dire qu'on va regarder x plus lambda puissance jpk. Alors jpk, c'est un ordre possible, mais décomposé avec une partie qui est une puissance de p et une partie qui est première avec p. A priori, je pense que c'est ça l'idée. Même s'ils ne l'ont pas dit, bon, mais c'est ça l'idée. Hein, on va chercher ça. Et, bon, bah, binôme de Newton, on va avoir lambda puissance jpk, évidemment. Et puis ensuite, comme on est en caractéristique p, on a que x plus lambda puissance pk, c'est x puissance pk plus lambda puissance pk. Donc, il faut utiliser le binôme, mais juste sur J. D'accord ? Donc on utilise le binôme à l'expression x puissance pk plus lambda puissance pk, le tout puissance j. Et ça va nous donner ça, évidemment. Donc ici, on avait déjà parlé de ce premier terme, il était facile. Mais le terme suivant, selon les puissances croissantes de x, ça va être en x puissance pk. Voilà. Ce qui veut dire que s de x, s de 0 égale 0. Ça veut dire qu'après, on aura des puissances de x ici. Et on va avoir ce terme j, lambda puissance j-1 pk. Alors, une étude des conséquences de cette identité conduit au résultat. Bah oui, ça veut dire démerde-toi, quoi, candidat. Oui, bah, on peut, hein. On prend donc j premier avec p, bien sûr, non multiple de p, pour que ceci soit non nul. Donc comme on veut l'ordre, on voit bien que ici, il faudra qu'on ait 1. Et x puissance pk est un élément, bah, disons que 1 x puissance pk est libre dans cet anneau, disons on va dire dans l'anneau fpl de x quotienté par x, parce que maintenant on a fait un changement de variable. J'aurais mieux aimé un y ici, mais bon, après c'est au candidat à s'arranger. Mais en fait là maintenant on ne travaille pas là-dedans, on travaille dans fpl de x quotienté par x puissance t. Donc quotienté par x puissance t, bien 1 et x puissance pk sera libre tant que p puissance k sera strictement inférieur à t. Maintenant, si on prend p puissance delta, delta étant défini là, alors ici, hein, pour k égale delta, ici ça va s'annuler, puisqu'on travaille modulo t que x puissance t, parce qu'on travaille modulo x puissance t et que x puissance t divise x puissance p puissance delta. Bon, voilà, on s'en sort. Donc il faut absolument avoir ça. Et maintenant, au niveau du J, le minimum qu'on puisse prendre, ça va être l'ordre de lambda. Puisque maintenant que j'ai ça qui s'annule, j'ai plus qu'à avoir lambda puissance J pk égale 1. Mais comme l'ordre de lambda est premier avec P, alors ça pourquoi? Bah parce que Fp puissance L étoile est d'ordre Pl-1, et Pl-1 est forcément premier avec P. Donc ça veut dire, par le lemme de Gauss, que J doit absolument être multiple, pour avoir 1 ici, de l'ordre de lambda. Voilà. Et maintenant on a la proposition, soit M une matrice de GLM de Fp, pi M son polynôme minimal, on écrit une décomposition du polynôme minimal, ça le coyote il peut le faire, hein. Bon, c'est pas évident, hein, une décomposition en facteur irréductible, mais bon, ça se fait, hein, on a des algorithmes, surtout sur les corps finis, hein, donc on peut penser par exemple à Berlekamp.
Alors si on pose mi égale degré de chaque fi, alors on se donne lambda i, une racine de fi ici dans f p puissance mi. Bon, ils sont irréductibles, hein, on se rappelle. Soit t le maximum des ti, alors donc les ti sont les exposants ici. Donc l'ordre de m, c'est p puissance tau, tau qui est caractérisé comme étant le min tel que p puissance tau est supérieur ou égal à t, comme dans le M3, fois le ppcm de tous ces ordres. Bon, alors, bon, pour la preuve, c'est assez clair. Disons qu'on peut se plonger, pour avoir l'ordre de m, on peut se plonger dans une extension, dans un corps fini assez grand, pour que ces irréductibles soient tous complètement décomposés. Comme ça, on peut appliquer le lemme des noyaux à M avec un lemme des noyaux dans une version où l'espace se décompose en sous-espaces stables par M, mais où l'induit n'a qu'une seule valeur propre. C'est ça le lemme des noyaux. On s'est ramené à un corps fini assez grand qui contient finalement toutes les racines du polynôme minimal. Et là, on est dans la situation du lemme 3 pour les induits. On sait que l'ordre de M, ça va être le ppcm de l'ordre de tous les induits. On se donne lambda i une racine de fi. Bah oui, mais c'est facile de voir que si lambda prime i est une autre racine de fi, alors elles sont dans la même orbite pour le Frobenius, parce que les fi sont irréductibles. Et donc, en particulier, lambda i et lambda prime i ont même ordre. Donc l'ordre ne dépend pas l'ordre de lambda i ne dépend pas du choix de lambda i. Voilà. Là maintenant, on a une puissance de P, bah, ça va être le ppcm des puissances de P qu'on aura trouvé, mais évidemment, ça veut dire que c'est P puissance le max qu'on va trouver, donc effectivement, on tombe sur le maximum, et là, on a le ppcm des ordres. Voilà, bon, c'est juste une propriété du ppcm. Donc on peut s'amuser à prouver, hein, si on n'a pas trop d'inspiration, on raconte des choses sur les ppcm. Donc maintenant, on veut la valeur de A modulo ordre de m. Ah oui, pourquoi on veut? Puisqu'on veut m puissance A, donc on n'a pas besoin de A pile, hein, mais on veut A modulo ordre de m. Alors d'abord, pour chaque valeur propre lambda, on note nu un vecteur propre associé. Si n est une matrice inversible dont la première colonne est nue, alors je ne sais pas si c'est nu ou v, bon, je vais dire nu, moi je lis un nu. Alors la première colonne de n-1 mn, c'est lambda 0, 0, 0, 0, voilà, bah, normal. En fait, n-1 à n, c'est la matrice dans la nouvelle base donnée par les colonnes de n, qui est bien une base, puisque n est inversible. Et comme la première colonne de n, eh ben c'est nu, c'est le vecteur propre, bah ça, on va avoir l'image, donc on va avoir évidemment A de nu dans la base nue, évidemment, et donc on va voir apparaître ce lambda puissance A, d'accord, puisque A c'est m puissance A, donc la valeur propre là, ici, va se retrouver être à la puissance A. Donc le calcul de petit a modulo déjà l'ordre de lambda, parce que vous voyez qu'il faut comprendre le calcul de petit a, bah, puisque c'est modulo ordre de m, il faut le comprendre modulo ordre de lambda et modulo p puissance t. Donc il se ramène à un logarithme dans une extension de fp. Voilà. Bon, ce qui n'est pas évident, hein. On pourra en parler tout à l'heure. Mais, si vous voulez, l'histoire de ce problème-là, l'histoire de ce texte, c'est de ramener une recherche de logarithme discret dans GLN de FP au logarithme discret qu'on sait mieux faire dans une extension de FP. Donc maintenant qu'on a
le calcul de A modulo ordre de lambda, modulo évidemment ce truc-là aussi, il reste à obtenir la valeur de petit a modulo P puissance tau. Bah oui, ça va être un petit peu plus compliqué, parce qu'au lieu de prendre un vecteur propre, là maintenant on a besoin, on a une multiplicité qui arrive, parce que tau vraiment dépend de la multiplicité de lambda en tant que racine du polynôme minimal de m. Donc attention, là, faut pas se tromper, nu c'est plus le vecteur ici, nu c'est une solution de m, donc ça on sait le calculer, petit t hein, évidemment, m moins lambdaïde puissance t y égale 0, donc ça va être un vecteur cyclique, d'accord, puisque on a ça qui est nul, et pour t-1 c'est non nul. Donc lui on sait qu'il va engendrer, hein, par cyclicité, il va engendrer un sous-espace cyclique du type lem3, comme dans le lem3. Donc maintenant, une fois qu'on a celui-ci, ben, on regarde ce qu'il engendre. Alors dans le lem3 évidemment c'était modulo un changement de variable, donc ici on va le regarder avec m moins lambda identité. Et ici, donc on applique successivement sur nu m moins lambda identité, et on va évidemment avoir une base. Alors ça peut être un truc qu'on peut essayer de démontrer, hein, c'est que les nus i finalement de 1 à t forment une partie libre que l'on peut compléter en une base. Vous le faites avec ça, sachant que vous avez cette égalité là égale 0 et ça différente 0. Donc avec ça, vous montrez que les nuits forment une base, et vous allez prendre une matrice de passage, donc ça ne forme pas une base, ça forme une partie libre, pardon, que l'on peut compléter en une base. Alors là, il parle de n, une matrice inversible dont les t premières colonnes sont ces vecteurs-là, v1 jusqu'à vt. Donc il faut quand même pouvoir montrer que ça, c'est libre pour être complété en une base. Et ça, c'est un petit jeu de taquin, là, un petit jeu, voilà, où on bouge les boîtes, ici, où vous montrez que si vous avez une combinaison linéaire des VI qui est nulle, alors cette combinaison est nulle, tous les lambda I, on ne va pas les appeler lambda I parce que c'est déjà pris, mais tous les MUI peut-être sont nuls. Voilà, donc c'est bien une partie libre ici, c'est facile, on utilise cette égalité égale 0 et celle-ci est différente de 0 tout le temps, et on passe cette égalité par des puissances de m moins lambda identité. Donc n existe bien, et puis ça vaut le coup de passer un petit peu de temps là-dessus. Et évidemment, de la même manière qu'ici on avait eu ce lambda A, eh bien ici on va avoir un bloc en haut à gauche, J, qui est un bloc de Jordan. Donc ça pareil, hein, c'est exactement dicté par ça. C'est plus facile de calculer m moins lambda I, d'accord, où on va avoir 0, 1, 1, 1, par définition, on va avoir que des zéros ici, et une surdiagonale de 1. Alors, c'est une convention d'avoir une surdiagonale qui a fait qu'on a eu l'impression de partir en arrière ici. Moi, la sous-diagonale, elle me va très très bien. Donc maintenant, de la connaissance de J puissance A, donc ça veut dire qu'on connaît J puissance A, eh bien, on va avoir A modulo P. Bah oui, parce que quand vous avez J, vous savez que vous avez cette matrice J, vous la connaissez, vous ne connaissez pas A, et vous savez que quand vous allez mettre ça à la puissance A, vous allez avoir lambda puissance A ici, mais ça dans l'étude précédente c'était bon, mais par contre vous allez avoir une surdiagonale ici de A. Donc vous avez A, bien sûr vous êtes dans FP, donc vous avez A modulo P. Donc maintenant c'est bon, vous avez A modulo P, ça ne veut pas dire que vous avez A, ça ne veut pas dire que vous avez A modulo P puissance T, mais maintenant si vous appelez U égale A modulo P, vous savez que A modulo ordre de M, eh ben, ça va être forcément U modulo P, donc U plus P, V.
Et maintenant, quand vous allez écrire a puissance m, et maintenant, quand vous allez écrire a fois m puissance moins u, que vous pouvez calculer, vous avez a, vous avez m, vous avez u, maintenant, à ce stade, et bien évidemment, comme a est égal à m puissance petit a, ben ça va faire m puissance p v. Et maintenant, vous avez le même problème en remplaçant m par m puissance p. A, vous le remplacez par a m puissance moins u, et vous avez encore un problème de logarithme discret, matriciel, mais ici pour d'autres matrices, pour A' et M'. Et donc vous trouvez, pareil, avec la même méthode, V modulo P, et vous continuez jusqu'à ce que vous ayez atteint le max dt. Voilà. Et donc le fait de travailler avec des matrices, là, ne change pas significativement la difficulté du problème posé, puisqu'on s'est toujours ramené à un problème de logarithme discret dans fp puissance L étoile. Alors ensuite, quatrièmement, sous-ensemble de matrices particulières. Donc regardez la matrice que vous obtenez, que vous appelez C par exemple, que vous obtenez en posant A0 égale 0, A1 égale 1, et tous les autres nuls. Donc ici, vous allez avoir 1 ici et 1, 1, 1, 1, 1 ici. Donc c'est une matrice compagnon qu'on appelle C, donc comme compagnon, hein, ou cyclique aussi, ça marche bien. Et son polynôme minimal, ben, c'est x puissance n moins 1. Donc maintenant, ces matrices-là sont des polynômes en C, et le polynôme, il est exactement donné par ses coefficients, que sont les AI. Voilà, c'est ce qui est dit ici, en gros, sans parler de matrice compagnon, mais en fait c'est ça. Alors on suppose que P ne divise pas N. Bon, bah, ça veut dire que xn moins 1 modulo P, si vous le dérivez, hein, ça fait nx puissance n moins 1. Voilà. Et donc c'est comme on a un n et que P ne divise pas n, ben c'est non nul. Donc la dérivée ne s'annule pas, sauf en 0. Et donc ne peut pas la dérivée du polynôme xn-1 ne peut pas s'annuler en une racine de xn-1, donc on n'a que des racines simples ici. Bon, là je vais un peu vite. Si je prends L premier ici, donc voilà, je regarde xl-1, bien il va se décomposer en x-1, donc sur z, hein, fois phi L, voilà, comme L est premier, phi L est irréductible ici, et on a les seuls diviseurs, c'est x-1 et phi L, ici, et il est connu que phi L se décompose, donc qui est de degré L-1 parce que L est premier, eh bien il va se décomposer en L-1 sur S facteur irréductible, qui sont tous de degré S sur Fp. Alors ça, bah, vous pouvez trouver ça dans Carnet de voyage en algébrie, là c'est fait très rapidement. Et là, ils disent des choses un petit peu rapides. J'ai pas trop compris la fin. J'avoue que, en particulier, le choix optimal de paramètres pour n semble être le cas où n est un nombre premier. Ouais, mais là on s'est occupé que de la matrice C, pas d'une matrice M en général, donc je ne comprends pas trop. Voilà, alors effectivement, il faut faire un nombre de logarithmes discrets, de calcul de logarithmes discrets égaux à taux, hein, je pense. Hein. Et on a plein d'autres opérations. Bon, ça, j'ai pas. La complexité, bon, alors il y a des systèmes linéaires, O de N3, on connaît des petites choses de complexité. La recherche du polynôme minimal, de la factorisation du polynôme minimal aussi. Je connais pas bien ces choses-là, mais ça doit pouvoir se trouver. Voilà, puis après on peut essayer la section 2, donc où on résout des systèmes, avec ces matrices-là, modulo P égale 29. Je serais bien en mal de le faire. L'ordre de cette matrice, bon,
Alors il y a des commandes, quoi, hein, faut connaître un peu les commandes. Bon, je pas assez à l'aise pour continuer sur ces choses-là. Eh bien, bonne chance. Je vais pas tout à fait m'arrêter là. Je vais maintenant parler du logarithme discret, justement. Alors voici des extraits d'un cours de Leonardo Zapponi euh, qui parle d'attaque du problème du logarithme discret. Donc c'est ce qu'on fait finalement, mais dans le cas fp étoile. Donc c'est ce à quoi on se ramène. Donc regardez un petit peu. Euh, donc c'est une méthode probabiliste proposée par Maurice Krejcik au début du XXe siècle, qui s'applique à fp étoile ici. Alors on a petit g, on sait que ce groupe est cyclique, on suppose qu'on peut en trouver un générateur, bon, c'est pas ça qui est le plus difficile, quoique. Euh, et maintenant, on se donne un représentant de, de- de ce générateur de 1 à p-1. Et donc on cherche des entiers u et v tels que nu plus pv soit b friable. Voilà, avec n, justement, cet élément. Bon, p, on est modulo p, n, c'est le générateur ici. Et b, bon, bah, c'est un choix. B friable, ça veut dire que dans z, on a cette égalité. Hein, voilà. Donc ici, on a moins 1 puissance un certain nu. Voilà. Et ici, on a un produit. Voilà. C'est décomposé, mais c'est décomposé dans B. Voilà. Et là, ben, on regarde ça modulo P, donc on élimine, et on prend le log de base G. Hein. Donc on va avoir U, log de base G de N, mais comme N c'est G moralement, donc ça fait 1, donc ça fait juste U. Plus, bon, si je multiplie par moins 1 puissance nu, plus nu log de base g de moins 1, et ça va être égal à la somme hein, des EL log de base g de L. Voilà. Et ça nous fait un système linéaire que l'on résout pour avoir les log g de L, pour L dans B, évidemment. Et ensuite, si on prend x dans g, donc dans fp étoile, hein, et on veut connaître son log de base g, on cherche U et V. Alors, je vous rappelle, c'est statistique, hein, attention. Tel que ça soit B friable, voilà. Et maintenant, c'est juste un, voilà, hein, on va avoir ce truc-là, cette égalité-là. Alors A, c'est un représentant de x dans G, hein, ici, avec cette égalité. Et donc, on regarde ça modulo P, donc on élimine ça. On va avoir log, donc comme tout à l'heure, on va avoir U, plus log de base g de A, donc log de base g de x ici, voilà, est égal à une certaine somme ici, et quand on passe U de l'autre côté, ça nous fait ça. Voilà, et ça nous le fait en fonction de ces logs qu'on a déjà trouvés précédemment. Donc regardons, on peut montrer que le groupe Z sur 1019Z étoile est engendré par 2. Ok, on veut calculer le log de base 2 de 352. On prend ici, alors bah, évidemment c'est statistique, hein, on a de la chance on va dire, B égale 3, 5, 7, donc on trouve que pour petit u et petit v ici, donc ici on a, ça se décompose tout en fonction de 3, 5, 7 avec ces éléments-là, voilà, modulo 1019, bien. Et bien maintenant on peut prendre un log, et donc en prenant le log, on obtient ici ce système-là. D'accord. Bon bah oui, parce que par exemple la première égalité, hein, on prend le log de base 2, ça nous fait, donc ça, modulo 1019, ça disparaît, on a 3 égale 6 log de base 2 de 3 plus log de base 2 de 7, voilà, qui est la première égalité. Pareil pour les autres, donc on calcule tout ça, on a un système linéaire, voilà, bon, inversible, et ensuite, on voit que pour 352, on a des U et V qui marchent bien ici, et
où ça se décompose bien dans le bon système. Donc ça nous fait l'égalité qu'on a obtenue tout à l'heure, et on a l'identité log2 de 352 égale 300, 700, et on finit avec l'égalité log de base 2 de 352 égale 761. Voilà, ça c'est pour les curieux qui auraient voulu savoir un petit peu comment dans la pratique on cherche des logarithmes discrets. Voilà, allez, on va s'arrêter là.